Chapitre 3. Le village de Verst a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation. Dans le rang administratif, il est même au-dessous de son voisin appelé Vulcan, du nom de la portion de ce massif de Plessa, sur lequel ils sont pittoresquement juchés tous les deux. À l'heure actuelle, l'exploitation du bassin minier a donné un mouvement considérable d'affaires aux bourgades de Petrozny, de Livadzel et autres, distantes de quelques milles. Ni Vulcan ni Verst n'ont recueilli le moindre avantage de cette proximité d'un grand centre industriel. Ce que ces villages étaient il y a 50 ans, ce qu'ils seront sans doute dans un demi-siècle, ils le sont à présent. Et, suivant Élisée Reclus, une bonne moitié de la population de Vulcan ne se compose que d'employés chargés de surveiller la frontière, douaniers et gendarmes, commis du fisc et infirmiers de la quarantaine. Supprimez les gendarmes et les commis du fisc, ajoutez une proportion un peu plus forte de cultivateurs, et vous aurez la population de Verst, soit 4 à 5 centaines d'habitants. C'est une rue, ce village, rien qu'une large rue, dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles. Elle sert de chemin naturel entre la frontière valaque et la frontière transylvaine. Par là passent les troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs, les marchands de viande fraîche, de fruits et de céréales, les rares voyageurs qui s'aventurent par le défilé au lieu de prendre les railways de Kolozsvár et de la vallée du Maros. Certes, la nature a généreusement doté le bassin qui se creuse entre les monts de Bihar, le Retezat et le Paring. Riche par la fertilité du sol, il l'est aussi de toute la fortune enfouie dans ses entrailles. Mine de sel gemme à Torda, avec un rendement annuel de plus de 20 000 tonnes. Mont Paracht, mesurant 7 km de circonférence à son dôme, et qui est uniquement formé de chlorure de sodium. Mines de Torotsko, qui produisent le plomb, la galène, le mercure et surtout le fer, dont les gisements ont été exploités dès le Xe siècle, mines de Veïda Uniad, et leurs minerais qui se transforment en acier de qualité supérieure. Mines de houille facilement exploitables sur les premières strates de ces vallées lacustres, dans le district de Hatzeg, à Livadzel, à Petrozny, vaste poche d'une contenance estimée à 250 millions de tonnes. Enfin, mine d'or au bourg d'Offenbanja, à Topanfalva, la région des orpailleurs où des myriades de moulins d'un outillage très simple travaillent les sables du Verespatak, le pactole transylvain, et exportent chaque année pour 2 millions de francs du précieux métal. Voilà, semble-t-il, un district très favorisé de la nature, et pourtant cette richesse ne profite guère au bien-être de sa population. Dans tous les cas, si les centres plus importants, Torotsko, Petrozny, Lagny, possèdent quelques installations en rapport avec le confort de l'industrie moderne, si ces bourgades ont des constructions régulières, soumises à l'uniformité de l'équerre et du cordeau, des hangars, des magasins, de véritables cités ouvrières, si elles sont dotées d'un certain nombre d'habitations à balcons et à vérandas, voilà ce qu'il ne faudrait chercher ni au village de Vulcan, ni au village de Verst. Bien compté, une 60aine de maisons, irrégulièrement accroupies sur l'unique rue, coiffées d'un capricieux toit dont le faîtage déborde les murs de pisé. La façade vers le jardin, un grenier à lucarne pour étage, une grange délabrée pour annexe, une étable toute de guingois, couverte en paillis, çà et là un puits surmonté d'une potence à laquelle pend une seille. 2 ou 3 mares qui fuient pendant les orages, des ruisselets dont les ornières tortillées indiquent le cours, tel est ce village de Verst, bâti sur les 2 côtés de la rue, entre les obliques talus du col. Mais tout cela est frais et attirant.
Il y a des fleurs aux portes et aux fenêtres, des rideaux de verdure qui tapissent les murailles, des herbes échevelées qui se mêlent au vieil or, des chaumes, des peupliers, ormes, hêtres, sapins, érables qui grimpent au-dessus des maisons, si haut qu'ils peuvent grimper. Par-delà, l'échelonnement des assises intermédiaires de la chaîne et, au dernier plan, l'extrême cime des monts, bleuis par le lointain, se confondent avec l'azur du ciel. Ce n'est ni l'allemand ni le hongrois que l'on parle à Verst, non plus qu'en toute cette portion de la Transylvanie. C'est le roumain, même chez quelques familles tziganes, établies plutôt que campées dans les divers villages du comitat. Ces étrangers prennent la langue du pays comme ils en prennent la religion. Ceux de Verst forment une sorte de petit clan, sous l'autorité d'un voïvode, avec leurs cabanes, leurs bracas à toit pointu, leur légion d'enfants bien différents par les mœurs et la régularité de leur existence de ceux de leurs congénères qui errent à travers l'Europe. Ils suivent même le rite grec, se conformant à la religion des chrétiens au milieu desquels ils se sont installés. En effet, Verst a pour chef religieux un pope, qui réside à Vulcan, et qui dessert les deux villages séparés seulement d'un demi-mille. La civilisation est comme l'air ou l'eau. Partout où un passage, ne fût-ce qu'une fissure, lui est ouvert, elle pénètre et modifie les conditions d'un pays. D'ailleurs, il faut le reconnaître, aucune fissure ne s'était encore produite à travers cette portion méridionale des Carpates. Puisqu'Élusée a pu dire de Vulcan qu'il est le dernier poste de la civilisation dans la vallée de la Silvalak, on ne s'étonnera pas que Verst fût l'un des plus arriérés villages du comitat de Kolozsvár. Comment pourrait-il être autrement dans ces endroits où chacun naît, grandit, meurt sans les avoir jamais quittés? Et pourtant, fera-t-on observer, il y a un maître d'école et un juge à Verst? Oui, sans doute, mais le magister Hermod n'est capable d'enseigner que ce qu'il sait, c'est-à-dire un peu à lire, un peu à écrire, un peu à compter. Son instruction personnelle ne va pas au-delà. En fait de sciences, d'histoire, de géographie, de littérature, il ne connaît que les chants populaires et les légendes du pays environnant. Là-dessus, sa mémoire le sert avec une rare abondance. Il est très fort en matière de fantastique, et les quelques écoliers du village tirent grand profit de ses leçons. Quant au juge, il convient de s'entendre sur cette qualification donnée au premier magistrat de Verst. Le Biró, maître Koltz, était un petit homme de 55 à 60 ans, roumain d'origine, les cheveux ras et grisonnants, la moustache noire encore, les yeux plus doux que vifs. Solidement bâti comme un montagnard, il portait le vaste feutre sur la tête, la haute ceinture à boucles historiées sur le ventre, la veste sans manches sur le torse, la culotte courte et demi-bouffante engagée dans les hautes bottes de cuir. Plutôt maire que juge, bien que ses fonctions l'obligeassent à intervenir dans les multiples difficultés de voisin à voisin, il s'occupait surtout d'administrer son village autoritairement, et non sans quelque agrément pour sa bourse. En effet, toutes les transactions, achats ou ventes, étaient frappées d'un droit à son profit. Sans parler de la taxe de péage que les étrangers, touristes ou trafiquants, s'empressaient de verser dans sa poche. Cette situation lucrative avait valu à maître Koltz une certaine aisance. Si la plupart des paysans du comitat sont rongés par l'usure, qui ne tardera pas à faire des prêteurs israélites, les véritables propriétaires du sol, le Biró avait su échapper à leur rapacité. Son bien, libre d'hypothèque, d'intubulation, comme on dit en cette contrée, ne devait rien à personne. Il eût plutôt prêté qu'emprunté,
et il l'aurait certainement fait sans écorcher le pauvre monde. Il possédait plusieurs pâtis, de bons herbages pour ses troupeaux, des cultures assez convenablement entretenues, quoiqu'il fût réfractaire aux nouvelles méthodes, des vignes qui flattaient sa vanité lorsqu'il se promenait le long des ceps chargés de grappes et dont il vendait fructueusement la récolte. Exception faite, et dans une proportion notable, de ce que nécessitait sa consommation particulière. Il va sans dire que la maison de maître Koltz est la plus belle maison du village, à l'angle de la terrasse que traverse la longue rue montante. Une maison en pierre, s'il vous plaît, avec sa façade en retour sur le jardin, sa porte entre la 3e et la 4e fenêtre, les festons de verdure qui ourlent le chéneau de leurs brindilles chevelues, les 2 grands hêtres dont la fourche se ramifie au-dessus de son chaume en fleurs. Derrière, un beau verger aligne ses plants de légumes en damier et ses rangs d'arbres à fruits qui débordent sur le talus du col. À l'intérieur de la maison, il y a de belles pièces bien propres, les unes où l'on mange, les autres où l'on dort, avec leurs meubles peinturlurés, tables, lits, bancs et escabeaux, leurs dressoirs où brillent les pots et les plats, les poutrelles apparentes du plafond d'où pendent des vases enrubannés et des étoffes aux vives couleurs, leurs lourds coffres recouverts de housses et de courtes pointes qui servent de bahuts et d'armoires. Puis, au mur blanc, les portraits violemment illuminés des patriotes roumains, entre autres le populaire héros du XVe siècle, le voïvode Vaïda Uniad. Voilà une charmante habitation qui eût été trop grande pour un homme seul. Mais il n'était pas seul, maître Koltz. Veuf depuis une dizaine d'années, il avait une fille, la belle Miriota. Très admirée de Verst jusqu'à Vulcan et même au-delà, elle aurait pu s'appeler d'un de ces bizarres noms païens, Florica, Daïna, Doricia, qui sont forts en honneur dans les familles valaques. Non, c'était Miriota, c'est-à-dire petite brebis. Mais elle avait grandi, la petite brebis. C'était maintenant une gracieuse fille de 20 ans, blonde avec des yeux bruns, d'un regard très doux, charmante de traits et d'une agréable tournure. En vérité, il y avait de sérieuses raisons pour qu'elle ne parût on ne peut plus séduisante avec sa chemise brodée de fils rouges au collet, aux poignets et aux épaules, sa jupe serrée par une ceinture à fermoir d'argent, son catrinza, double tablier à raies bleues et rouges, noué à sa taille, ses petites bottes en cuir jaune, le léger mouchoir jeté sur sa tête, le flottement de ses longs cheveux dont la natte est ornée d'un ruban ou d'une piécette de métal. Oui, une belle fille, Miriota Koltz, et, ce qui ne gâte rien, riche pour ce village perdu au fond des Carpates. Bonne ménagère ? Sans doute, puisqu'elle dirige intelligemment la maison de son père. Instruite ? Dame, à l'école du magistère Hermod, elle a appris à lire, à écrire, à calculer, et elle calcule, écrit, lit correctement, mais elle n'a pas été poussée plus loin. Et pour cause. En revanche, on ne lui en remontrerait pas sur tout ce qui tient aux fables et aux sagas transylvaines. Elle en sait autant que son maître. Elle connaît la légende de l'Inico, le rocher de la Vierge, où une jeune princesse quelque peu fantastique échappe aux poursuites des Tartares. La légende de la grotte du dragon dans la vallée de la montée du roi. La légende de la forteresse de Deva, qui fut construite au temps des fées. La légende de la Detunata, la frappée du tonnerre, cette célèbre montagne basaltique semblable à un gigantesque violon de pierre, et dont le diable joue pendant les nuits d'orage. La légende du Rétiésat avec sa cime rasée par une sorcière, la légende du défilé de Torda que fendit d'un grand coup l'épée de saint Ladislas. Nous avouerons que Miriota a ajouté foi à toutes ces fictions, mais ce n'en était pas moins une charmante et aimable fille. Bien des garçons du pays la trouvaient à leur gré, même sans trop se rappeler qu'elle était l'unique héritière du Biró, maître Koltz, le premier magistrat de Verst. Inutile de la courtiser d'ailleurs. N'était-elle pas déjà fiancée à Nicolas Deck ? Un beau type de Roumain, ce Nicolas, ou plutôt Nick Deck, 25 ans, haute taille, constitution vigoureuse, tête fièrement portée, chevelure noire que recouvre le colpac blanc, regard franc,
Attitude dégagée sous sa veste de peau d'agneau brodée aux coutures, bien campé sur ses jambes fines, des jambes de cerf, un air de résolution dans sa démarche et ses gestes. Il était forestier de son état, c'est-à-dire presque autant militaire que civil. Comme il possédait quelques cultures dans les environs de Werst, il plaisait au père, et comme il se présentait en gars aimable et de fière tournure, il ne déplaisait point à la fille, qu'il n'aurait pas fallu lui disputer ni même regarder de trop près. Au surplus, personne n'y songeait. Le mariage de Nick et de Meriota Colts devait être célébré, encore une quinzaine de jours, vers le milieu du mois prochain. À cette occasion, le village se mettrait en fête. Maître Colts ferait convenablement les choses. Il n'était point avare. S'il aimait à gagner de l'argent, il ne refusait pas de le dépenser à l'occasion. Puis, la cérémonie achevée, Nick Deck élirait domicile dans la maison de famille qui devait lui revenir après le bureau, et lorsque Meriota le sentirait près d'elle, peut-être n'aurait-elle plus peur en entendant le gémissement d'une porte ou le craquement d'un meuble durant les longues nuits d'hiver, de voir apparaître quelques fantômes échappés de ses légendes favorites. Pour compléter la liste des notables de Werst, il convient d'en citer 2 encore, et non des moins importants, le magister et le médecin. Le magister Hermod était un gros homme à lunettes, 55 ans, ayant toujours entre les dents le tuyau courbé de sa pipe à fourneau de porcelaine, cheveux rares et ébouriffés sur un crâne aplati, face glabre avec un tic de la joue gauche. Sa grande affaire était de tailler les plumes de ses élèves, auxquels il interdisait l'usage des plumes de fer, par principe. Aussi, comme il en allongeait les becs avec son vieux canif bien aiguisé. Avec quelle précision et en clignant de l'œil, il donnait le coup final pour en trancher la pointe. Avant tout, une belle écriture. C'est à cela que tendaient tous ses efforts, c'est à cela que devait pousser ses élèves un maître soucieux de remplir sa mission. L'instruction ne venait qu'en seconde ligne. Et l'on sait ce qu'enseignait le magister Hermod, ce qu'apprenaient les générations de garçons et de fillettes sur les bancs de son école. Et maintenant, autour du médecin Patak. Comment? Il y avait un médecin à Werst, et le village en était encore à croire aux choses surnaturelles? Oui. Mais il est nécessaire de s'entendre sur le titre que prenait le médecin Patak, comme on l'a fait pour le titre que prenait le juge Colts. Patak, petit homme à gaster proéminent, gros et court, âgé de 45 ans, faisait très ostensiblement de la médecine courante à Werst et dans les environs. Avec son aplomb imperturbable, sa faconde étourdissante, il inspirait non moins de confiance que le berger Frick. Ce qui n'est pas peu dire. Il vendait des consultations et des drogues, mais si inoffensives qu'elles n'empiraient pas les bobos de ses clients, qui eussent guéri d'eux-mêmes. D'ailleurs, on se porte bien au col de Vulcan. L'air y est de première qualité, les maladies épidémiques y sont inconnues, et si l'on y meurt, c'est parce qu'il faut mourir. Même en ce coin privilégié de la Transylvanie. Quant au docteur Patak, oui, on disait docteur. Quoiqu'il fût accepté comme tel, il n'avait aucune instruction, ni en médecine, ni en pharmacie, ni en rien. C'était simplement un ancien infirmier de la quarantaine, dont le rôle consistait à surveiller les voyageurs retenus sur la frontière pour la patente de santé. Rien de plus. Cela, paraît-il, suffisait à la population peu difficile de Werst. Il faut ajouter, ce qui ne saurait surprendre, que le docteur Patak était un esprit fort, comme il convient à quiconque s'occupe de soigner ses semblables. Aussi n'admettait-il aucune des superstitions qui ont cours dans la région des Carpates, pas même celles qui concernaient le purgue. Il en riait, il en plaisantait. Et lorsqu'on disait devant lui que personne n'avait osé s'approcher du château depuis un temps immémorial, « Il ne faudrait pas me défier d'aller rendre visite à votre vieille Cassine », répétait-il à qui voulait l'entendre. Mais, comme on ne l'en défiait pas, comme on se gardait même de l'en défier, le docteur Patak n'y était point allé, et, la crédulité aidant,
Le château des Carpathes était toujours enveloppé d'un impénétrable mystère.